répertoire des techniques de communication aujourd'hui, le fait de faire incarner la marque présente pas mal d'avantages. C'est pour ça que nombre de marques s'intéressent à cette technique-là. Dans l'esprit des gens, la marque Marie, par exemple, ce sera Monsieur Marie, incarné à l'époque par Louis Dreyfus. Et donc, ça permet de créer des raccourcis mentaux dans l'esprit des gens. On sait que le cerveau fonctionne beaucoup par association. Et du coup, on va immédiatement associer les valeurs incarnées par un personnage à la marque. Donc, si le personnage incarne la crédibilité, le savoir-faire, etc., l'authenticité, on transportera effectivement ces valeurs-là sur la marque qui en sortira enrichie. A priori, si la marque choisit de s'incarner par une valeur, c'est pour développer une stratégie durable. Quand on pense à Louis Vuitton, bien sûr, le voyage fait partie de l'ADN de la marque. Donc cette valeur, elle découle vraiment de l'ADN, puisqu'au départ, Monsieur Vuitton, vers 1870, avait créé des malles de voyage pour le voyage. Donc là, on est vraiment au cœur de l'ADN de cette marque, de sa culture. Et du coup, la valeur n'est pas là par hasard, ce n'est pas une valeur d'opportunité, mais c'est une valeur qui a vocation à driver effectivement la stratégie de la marque sur le long terme et qui va être aussi un no-label de la marque, à savoir qui va être un point différenciant que possédera cette marque, mais que du coup ne pourront pas s'approprier ses concurrents. Il y a beaucoup de cas de figure, il y a beaucoup de types de personnages de marque, donc il faut effectivement analyser plusieurs cas de figure. Le cas de Nesquik, a priori, ce personnage de marque, il construit une image d'énergie, d'une part, et d'autre part, il construit aussi un capital de sympathie et un élément d'appropriation par les enfants. Donc on n'est pas du registre du personnage de marque classique, on est plutôt dans le registre de la mascotte. Après, il y a d'autres cas de figure dans les personnages de marque qui peuvent être le personnage qui est associé à l'ADN de la marque. Par exemple, le Bibendum pour Michelin. Et qui va être là aussi un élément historique qui va être un fil directeur de la communication de la marque. Il y a d'autres cas de figure où ce personnage peut être un porte-parole. Par exemple, sur le cas Nespresso, on a George Clooney qui devient un personnage publicitaire à part entière et qui est un porte-parole voilà, de cette marque qui va proposer justement ces valeurs de raffinement, d'un certain type de masculinité et aussi apporter son capital de notoriété. D'autres marques encore choisissent un personnage de marque dont la gestuelle sera systématisée tout au long des campagnes. Donc je pense par exemple au personnage de la saga québécoise Family Prix, où on voit toujours un pharmacien, puisque Family Prix c'est une enseigne de pharmacie au Québec, qui fait systématiquement la même gestuelle, assez drôle d'ailleurs, il faut le dire. Et au fil des campagnes, on retrouve ça. Donc là aussi, ça laisse une trace mémorielle très très forte et ça génère de l'attribution pour la campagne, puisque systématiquement, il y a la même gestuelle. Monsieur Marie, donc il mettait un couvert magnifique et c'était justement pas parce que tout est déjà fait par Marie qu'il n'y avait rien à faire pour mettre en scène les produits. Monsieur Plus de Balzen à son époque, il rajoutait un petit peu plus de toutes les bonnes choses dans les recettes pour que les bonnes choses soient encore meilleures. Le Gringo de Jacques Vabre, il allait chercher, trier, sélectionner. On le retrouve aujourd'hui chez Tropicana avec ce monsieur aussi qui va sélectionner les meilleurs fruits, etc. pour les mettre dans le jus de Tropicana. Et puis enfin, il y a une autre catégorie de personnages de marque qui sont le recours au fondateur de la marque, hein, ou la recréation d'un fondateur plus ou moins imaginaire. Alors ça se fait beaucoup dans le food, où il y a certaines catégories de produits où on a besoin d'authenticité, par exemple le fromage. C'est pour ça que Le Petit va théâtraliser aujourd'hui la famille fondateur, Monsieur Jules Le Petit, etc. Parce que ça va porter ces valeurs à la marque, d'authenticité, de crédibilité dans le temps, un ancrage, de savoir-faire, d'excellence, etc. Puisque dans le cas de Le Petit, il cultive les médailles justement et les récompenses qui traduisent bien cette notion de qualité et d'expérience. Et donc on va essayer de s'approprier au niveau de la marque les valeurs qui étaient celles du fondateur. D'une part, c'est complètement associé à l'image de la marque, donc du coup, c'est pas facile de couper les amarres avec quelque chose qui a construit la marque pendant assez longtemps. D'autre part, il vient un moment où on a les premiers signes d'usure
de ce personnage. On voit qu'il va générer moins d'agréments, qu'il commence à fatiguer les gens. Il empêche de construire de la modernité, c'est-à-dire de faire en sorte que la marque évolue avec son temps. Donc il devient un carcan, une espèce de prison dans laquelle la marque est enfermée. Et du coup, elle aura plus de mal à s'adapter aux tendances socioculturelles, à capter des nouveaux insights, des nouvelles tendances, etc. Parce qu'elle sera un peu prisonnière de cette mécanique publicitaire. Donc il y a un moment où il faut savoir s'en séparer, mais il faut aussi savoir ce qu'on perd. Et on perd aussi un capital sympathie, parce que c'était le cas de GrowQuick, où on s'est retrouvé avec des collectifs pour la restauration de GrowQuick comme mascotte Nesquik sur le net, etc. Et donc nombre de marques n'osent pas justement faire ce pas de se séparer, et c'est très difficile, et c'est un pas affectif effectivement à faire au niveau du marketing. Dans la mode, dans le luxe, dans le parfum, effectivement, il y a l'utilisation des égéries qui est très très fréquente, avec cette idée donc, que ces égéries vont apporter tout le glamour nécessaire au-delà du côté people et de la notoriété, etc. Mais on ne s'attache pas trop, effectivement, longtemps aux égéries pour plusieurs raisons. D'une part, on ne contrôle pas complètement ce que peuvent raconter les égéries. Donc, c'était le cas de Sharon Stone en Chine, qui a dit, après le tremblement de terre du Sichuan qui avait fait plus de 100 000 morts en Chine, finalement c'est un peu bad karma, ils n'avaient qu'à pas envahir le Tibet. Et le lendemain, c'était une véritable insurrection en Chine sur les réseaux sociaux contre Sharon Stone, et il se trouve qu'elle était l'égérie de Dior en Chine. Donc le lendemain, heureusement, Bernard Arnault était à Hong Kong ce jour-là, et il a pris une position immédiate qui était de dire Sharon Stone cesse d'être notre ambassadrice. Donc c'est le risque effectivement que peut représenter cette notion d'égérie. On est tributaire aussi de leurs frasques, de leurs potentielles dérives. Hein. C'est pour ça que Paris Hilton n'a pas été très souvent recherché pour être l'égérie d'une marque. Et d'autre part, il faut renouveler le glamour en permanence, il faut renouveler l'intérêt. Et du coup, on va passer de Nicole Kidman à Audrey Tautou, etc. pour le Chanel 5 par exemple, et puis aujourd'hui à Brad Pitt. Ou à Charlize Theron, auparavant une autre égérie, etc., pour J'adore de Dior. Et effectivement, il n'y a pas une logique de pérennité là. On a cette idée que le produit est animé, donc il y a un anthropomorphisme. Donc c'est comme si c'était des individus, c'est en ça qu'ils sont des personnages. Et du coup, ce produit, c'est très malin, effectivement, parce qu'on va pouvoir raconter des histoires, prendre un point de vue, mettre en avant des bénéfices consommateurs, et puis surtout créer des petites séquences de comédie, des scénettes, où dans tous les cas, le produit sera star. Donc il ne faut pas oublier que dans la publicité, effectivement, la valorisation du produit, le fait que le produit soit la star, la crédibilité produit, la vérité du produit, tout ça, c'est quand même des phrases qu'on passe notre vie à se répéter, etc. Parce qu'il ne faut pas faire l'impasse sur le produit. C'est la clé du déclenchement de l'acte d'achat. Donc là, c'est une façon d'avoir des valeurs de séduction très fortes, des valeurs de comédie, mais très fortement ancrées dans l'identité même du produit. C'est important, ça a un effet d'accélérateur très très fort, surtout sur la cible des jeunes, où par exemple les stars de la chanson vont envahir les linéaires des parfums en GMS, en hypermarché, ou dans le segment mastige ou mass market. Alors on aura Rihanna qui fait son parfum, Shakira qui fait son parfum, Beyoncé qui fait son parfum, etc. Donc d'un côté, sur le sélectif, on aura les grandes stars du cinéma qui vont incarner un éternel féminin, des grands archétypes de la féminité, etc. et apporter toute leur aura, comme Nicole Kidman par exemple. Et de l'autre côté, sur le segment GMS, mastige, etc., on aura les plus petites stars entre guillemets de la chanson ou du sport, etc., qui vont s'incarner et qui vont avoir des marques qui seront à leur propre nom.